Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission. L'émission, c'est Vendredi Savant. Vendredi Savant, c'est une émission consacrée à une frange de la population. Vendredi Savant, c'est une émission qui donne la parole à nos élites, à nos intellectuels, mais aussi aux personnes qui savent décortiquer, décrypter ou analyser une situation. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés dans un cadre un peu spécifique. Il s'agit bien évidemment de l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et de l'urbanisme de Bamako. Alors, comme vous l'avez compris, je suis entouré par deux demoiselles avec qui nous allons aborder le thème femmes et l'architecture. Comme déjà vous le savez, nous allons encore nous allons aussi mettre la lumière sur celles qui bâtissent l'avenir. Vous le savez tout comme moi, longtemps l'architecture est restée un bastion masculin. Mais aujourd'hui, elle s'ouvre peu à peu à ce qu'on va appeler la diversité. Et ce sont les filles ou encore les dames de l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et de l'urbanisme qui viennent partager leurs ambitions, leurs rêves, mais aussi leurs défis. Alors nous allons aussi parler pourquoi avoir choisi ce métier. Alors que veulent-elles y apporter ou encore que peuvent-elles y apporter ou modifier. Et aussi, comment voit-elle le métier d'architecture ou encore le futur de l'architecture à leur image? Voilà un peu les questions que nous allons aborder avec les deux demoiselles. Le temps de leur donner la parole, voilà, de parler un peu avec nos abonnés ou nos éditeurs. Alors bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, alhamdoulilah. Comment tu vas? Oui, je vais. Alhamdoulilah. Juste quelques mots pour nos abonnés. Bonjour, moi c'est Assetou Doumbia. Je suis en licence 1 architecture à l'école Les Yeux, l'école supérieure d'ingénierie d'architecture et d'urbanisme. Merci. Moi je suis Salima Eldéquité, je suis en licence 3 architecture à Les Yeux, l'école supérieure d'ingénierie d'architecture et d'urbanisme. Voilà, déjà comme vous l'avez compris, elles sont toutes maintenant de cette école qu'on va appeler l'école supérieure d'ingénierie de l'architecture et de l'urbanisme. Aujourd'hui, le thème principal que nous allons effleurer, c'est tout simplement élever les murs, briser les plafonds, femmes et l'architecture. Déjà, nous avons commencé par la présentation. Il faut aussi comprendre que nous sommes dans un cadre très spécial et spécifique. Donc, nous disons merci à ces bonnes dames. Doublement merci. Déjà, accepter de participer à notre émission, ça c'est déjà un point vraiment favorable. Mais aussi de nous offrir leur cadre scolaire pour que nous puissions réaliser cette émission. C'est pourquoi nous disons doublement merci à ces deux dames. Merci aussi à l'administration. C'est vous aujourd'hui le flambeau et l'étendard de votre école. Et je suis sûr qu'après cette émission, beaucoup de parents vont peut-être se remettre en cause. Pourquoi ne pas amener ma fille ou encore mon garçon à cette école maintenant d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme de Bamako. Donc je reviens et je reprends. Vous êtes le flambeau et l'étendard de cette école. Et je suis sûr que les abonnés seront épatés, voilà, de vos différentes à travers vos différentes interventions. Merci une fois de plus. Merci à tous ceux qui nous regardent présentement. Alors, sans plus tarder, comme nous l'avons si bien dit, déjà, elles se sont présentées. On va commencer. Pourquoi vous avez choisi le métier d'architecture? Le métier d'architecture. Déjà, moi, je n'étais pas une personne qui était très passionnée par les bâtiments et autres, mais quand j'ai commencé le lycée, au lycée technique de Bamako, on a commencé à faire les plans. J'étais en génie civil, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc l'amour est venu comme ça. Et notamment quand je partais chez un de mes oncles qui avait une magnifique maison, c'était quelque chose qui m'apportait une certaine paix de voir la façon dont les gens maniaient leur maison. Et complètement, c'était un art quoi. Je suis vraiment une intéressée de l'art. Donc c'est là d'où vient mon amour pour l'architecture et c'est qui m'a incité à faire de l'architecture. Merci beaucoup. Salut madame. Moi, contrairement à elle, je suis, on va dire, adolescente. J'ai toujours été dans le domaine de la construction. Mais en vrai, je
notamment, il y a le maître d'œuvre qu'on appelle architecte. Je me suis dit non, je vais être la bosse. N'est-ce pas? Donc, je suis directement venue en architecture. Alors, cela veut dire tout simplement, depuis peut-être à bas âge ou encore avant les écoles universitaires, vous avez déjà nourri l'ambition de devenir architecte. En tout cas, félicitations et bon courage à vous. Alors, aujourd'hui, ce monde, comme nous l'avons si bien dit au début de l'émission, est dominé par les hommes. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous, on veut savoir, est-ce que vous êtes surprise, comme on appelle, de voir que ce monde-là est dominé uniquement par les hommes? Pas autant surprise que ça, parce que quand on dit l'architecture, c'est quelque chose de plus scientifique. Déjà, la science, ça a été toujours quelque chose qui a été plus dominé par les hommes que les femmes. Donc, ça n'a pas été aussi surprenant de voir que c'est les hommes qui maillent ce domaine-là, qui sont plus. Ça n'a pas été quelque chose de surprenant. Salimata, est-ce que toi, tu as été surprise de voir que voilà, peu de femmes évoluent dans le domaine de l'architecture? Je dirais que j'ai été doublement surprise. Oui. Parce qu'à ma venue ici, je pensais être, on va dire, je pensais qu'on allait être au moins 5 femmes dans la classe, mais non, on était 15 femmes en première année. Oui. Donc, j'étais surprise de voir qu'il y avait autant de jeunes filles comme moi intéressées par le domaine. Mais également, à ma grande surprise, comment est-ce que dans le monde professionnel, dans les cabinets d'architecture, il y a tellement peu de femmes. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui se passe en chemin. Elles abandonnent, elles continuent, on les récale, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que cela a été un déclencheur pour vous ou encore, c'est-à-dire, est-ce que cela vous a un peu découragé? Déjà, vous l'avez dit, en première année, il y a à peu près 15 filles, mais quand tu vas dans les cabinets hautes là, vous voyez moins de filles, moins de femmes. Est-ce que ça vous a encore, ça a été un déclic ou ça vous a galvanisé ou c'est le contraire? Au début, c'était un peu dur, ça m'a un peu découragée parce que beaucoup de moi, j'entendais parler du fait que ce serait difficile pour moi de jongler entre vie professionnelle, vie familiale, vie de foyer. Il y avait plein de personnes qui parlaient autour de moi. Donc au début, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas abandonner? Mais après, une voix à l'intérieur de moi-même m'a dit, tu as l'opportunité de t'ouvrir le cœur. Donc continue et puis on va voir ce qui va se passer. Déjà, l'architecture, c'est la création. La forme, c'est ça, non? La forme, c'est la création et de la créativité. Alors, est-ce que ça dit de fait que dans ce monde-là, il y a moins de femmes? Est-ce que ça vous a découragé ou encore ça vous a encore davantage motivé, c'est-à-dire à se lancer? Moi, quand même, ça m'a plus motivée. Bah, j'ai toujours été une scientifique, donc j'ai toujours fait face au stéréotype de manque de femmes dans ça, quoi. Donc déjà, la créativité, quand on attend architecture même, on attend art dedans. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivée à me dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc si maintenant moi je me lance et que je me fais un grand nom dans le monde de l'architecture, peut-être je pourrais inciter d'autres filles comme moi à se dire que non, c'est pas parce qu'il y a peu de femmes qu'on peut pas y arriver, quoi. Faut vraiment des fois défier les lois et les rois, quoi, pour pouvoir avancer. Donc c'est quelque chose, j'aime beaucoup défier les rois. Donc là, c'est défi contre les rois et donc c'est défi, déjà dans ma tête, c'est déjà gagné d'avance. Alors, déjà l'architecture, c'est comme un défi pour vous, si je me permets. Alors, est-ce que ce défi-là a été souvent inspiré par d'autres femmes qui sont déjà dans le domaine? Est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré, qui évolue dans ce domaine-là? Exactement. Mariam Kamara, du Niger. Du Niger. Oui. Vous n'avez pas de femme malienne ou encore... Bon, Madame Kamara, donc, quelle qu'elle soit. Mariam Kamara, c'est une femme déjà qui est architecte, qui évolue dans l'architecture déjà qui est locale, je dirais traditionnelle. Donc déjà, le Mali et le Niger, on a presque les mêmes traditions et on vit dans un pays patriarcal où c'est les hommes qui dominent déjà. Donc de tout le Niger, c'est plus l'architecte qui a été internationale. Elle a plus de noms que les hommes là-bas. Et c'est une femme aussi qui vraiment, elle est basée au Niger, mais aussi elle fait ses architectures ailleurs, mais sans vraiment
oublié l'empreinte traditionnelle de l'Afrique. Donc déjà, ça prouve qu'elle n'a pas oublié notre identité dont beaucoup de personnes oublient, quoi. Parce qu'on se dit que l'Afrique, il n'y a pas trop de développement, donc on va plus se baser sur les bâtiments de Zaha Hadid, du Corbusier et autres. Mais elle s'est plus empruntée notre empreinte traditionnelle à nous, notre identité. Donc ce qui m'a fait que cette femme, je l'admire beaucoup, parce que vraiment, elle ne s'est pas oubliée dans la tradition de l'Afrique et autres, même si elle a un renommée international. Ah, ok, magnifique. Bien, merci à toutes et à tous qui nous réservent depuis chez vous au Grain ou aussi au service de l'émission. C'est Vendredi Savant. Vendredi Savant, une émission qui donne la chance, la parole aux entrepreneurs, aux leaders religieux d'opinion et aussi aux leaders politiques, aux journalistes. Dans le cadre, nous sommes à l'école supérieure d'ingénierie et d'architecture et de l'urbanisme. Donc avec les grandes dames, avec deux demoiselles, alors pour nous parler un peu de l'architecture des femmes. Déjà avec Assiti, nous allons parler maintenant de femmes inspirantes. Alors Salimata, est-ce que dans votre, comme on appelle, démarche d'architecture, est-ce que vous avez une femme qui vous a inspiré à aller vers ce métier? Je dirais que dès le début, je n'avais pas vraiment de référence féminine dans le milieu de l'architecture. Mais plus j'avance avec les études, plus je commence à me référer sur des femmes qui sont de renommée nationale et internationale. En première année, on nous a parlé de Zaha Hadid, tout le monde la connaît sûrement, la première femme à remporter le prix Pritzker. Donc en première année, je voulais lui ressembler. Ses œuvres étaient uniques, tout le monde la connaît déjà, que l'on soit architecte ou pas. Mais maintenant, je me suis également intéressée à Mariam Kamara, comme elle l'a dit, cette femme, brave femme nigérienne qui commence à montrer aux yeux du monde que l'Afrique a une identité à travers ses œuvres. Et troisièmement, il y a une Malienne, Mariam Si Makalou, une femme que j'admire vraiment parce que c'est la première femme qui a innové avec la terre au Mali. C'est elle qui a commencé avec les constructions en terre. Donc, dans un contexte de développement durable, je me dis que c'est pas mieux de me tourner vers sa technique à elle pour un peu favoriser la construction avec les matériaux locaux dans un contexte malien et africain. Alors, vraiment, c'est un plaisir. Alors, ça a été aussi c'est encore un défi aussi pour nous d'aller vers ce monde d'architecture et comprendre qu'est-ce que c'est qu'en réalité l'architecture. Déjà, vous avez assez dit, et surtout les personnes qui vous ont motivé, qui vous ont aussi encouragé à aller de l'avant dans ce métier qui est essentiellement dominé par les hommes. Et je suis sûr que dans les jours à venir, vous aussi, vous serez, comment on appelle, des figures inspirantes pour d'autres femmes, n'est-ce pas? Exactement. Alors, déjà, Assekou a parlé maintenant des stéréotypes. Déjà, nous l'avons dit, c'est un monde dominé par les hommes. Est-ce que vous avez ressenti sur cette question des stéréotypes? Oui, d'une certaine manière. Je dirais que j'ai fait déjà en troisième année, c'est normal, j'ai déjà fait beaucoup de stages. J'ai travaillé, on va dire, avec différents directeurs de cabinets d'architecture. Et à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment ressenti des stéréotypes concernant le comportement qu'ils avaient envers moi. Et ils croyaient en mes capacités. Ce sont des hommes qui m'ont vraiment encouragé dans ce sens-là. Par contre, le stéréotype, je me rappelle bien, en première année, j'ai fait un stage de chantier, c'était sur une durée de 1 mois. Donc sur le chantier, je devais un peu superviser les travaux, faire les relevés et tout. Et c'était obligatoire pour moi de me rapprocher des manœuvres, on va dire des maçons sur le terrain, des menuisiers, de tous les corps d'État qui travaillent sur le chantier. Donc si je dois aller vers eux, je vois dans leurs yeux que non, on peut pas obéir à tes ordres. Il fallait que le chef de chantier vienne pour dire elle est stagiaire architecte, donc c'est comme si elle est votre patron. Et à chaque fois c'était la même chose. Si je devais me déplacer sans le chef de chantier, c'était un problème. Donc à chaque passage, il faut sensibiliser, informer encore les manœuvres. Oui, c'est la patronne stagiaire pour avoir un peu de respect de leur part. Parce que je suis une femme, déjà avec mon âge, également c'est un double problème. C'est tout. Je me tourne vers vous. Moi, quand même, comme je fais la licence 1, donc du coup, j'ai pas commencé de stage. Et
crois aussi en classe, j'ai jamais eu ce stéréotype-là dont on me rabaissait à cause de mon genre et autres. On m'a toujours mise à l'aise et tout ça. Même les étudiants qui sont plus âgés de la 3e année ou ceux qui sont en master, ils m'ont toujours mise à l'aise et ils m'ont toujours encouragée. Donc, comme je suis en début, j'ai vraiment pas eu à faire face à ces stéréotypes-là. Mais est-ce que vous avez déjà un mental qui est prêt à faire face à ce stéréotype? Toujours, j'ai toujours eu un mental à faire face à ce stéréotype-là. Parce que vous savez que ça, tôt ou tard, ça va venir. Ça va venir. Donc, c'est déjà ça. Alors, encore, nous sommes dans l'émission Vendredi Savant avec les étudiantes de l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et de l'urbanisme. Alors, aujourd'hui, nous parlons uniquement des questions d'architecture. Nous avons dit et nous allons continuer aussi à le dire, que ce soit au Mali ou encore d'ailleurs, c'est un monde dominé plus en plus par les hommes. Et aujourd'hui, ces femmes capables ont décidé de défier la nature. Bon, quand je dis la nature, donc c'est entre parenthèses, quoi. C'est entre parenthèses. Mais en réalité, elles ont décidé maintenant de défier la loi existante, on va dire comme ça. Donc, et il faut vraiment les encourager. Il faut les motiver. Alors, il faut aussi les pousser ou encore les pistonner si je me permets, n'est-ce pas? Alors, merci encore d'avoir accepté notre invitation et aussi merci d'avoir nous offert votre cadre pour cette émission magnifique. Alors, aujourd'hui, on veut savoir plus précisément et dans le monde de l'architecture. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment apporter ou modifier? Déjà, à commencer par les bâtiments qui sont trop en carré, qui se ressemblent trop. En fait, dans le monde de l'architecture, je dirais que ici, parce qu'on va commencer par le Mali, on ne sait pas trop d'innover. Parce qu'on veut toujours rester dans notre étreinte de ce que les autres font. On a assez peur d'avoir de l'innovation sur l'architecture parce que les gens se disent forcément si je fais une maison qui n'est pas de forme carrée, ça va tomber ou ça aura des inégalités. Donc les gens n'osent pas. Déjà à commencer par poser et à commencer par s'intéresser à nos matériaux, à nos matériaux locaux. Déjà presque tous les maisons ou les bâtiments de Mango, c'est déjà tous construits en béton, alors que ça engendre beaucoup et ça met vraiment beaucoup d'impact négatif déjà sur l'environnement. Donc si on commençait déjà à s'intéresser à notre identité africaine, à mettre notre identité africaine sur nos maisons comme déjà la Chine, le Japon, et ils construisent avec le bambou, le bois. Quand on voit leur maison, on sait que c'est une empreinte asiatique, chinoise ou japonaise. Donc à commencer à changer déjà la construction des bâtiments, la conception, à commencer à valoriser nos matériaux à nous et à commencer à changer les formes déjà des maisons qui sont trop en carré, des maisons qu'on voit tout le temps, qui ont tous les mêmes formes quoi. À commencer à oser. Vraiment comme elle le dit, à commencer vraiment à avoir le mental de Zara. Oui, mais déjà, vous savez, nous avons une identité. Alors, est-ce que vous êtes, comme déjà vous avez parlé de questions d'identité, est-ce que vous êtes réellement prête dans les jours à venir à garder ou encore à réinventer ce tampon-là? C'est une identité que nous commençons vraiment à la perdre. Voilà. Est-ce que vous, dans les jours à venir, dans le monde de l'architecture, est-ce que vous serez prête à réinventer ce tampon ancien qu'on avait chez nous, qui est propre au Mali, qui est propre à l'Afrique? Ça c'est mon but général même. C'est de réinventer cette architecture en fait. Il n'y a pas longtemps, on est parti faire un voyage scolaire à Ségou pour voir les bâtiments là-bas, comme le Soroblé, le Domo et autres. Et c'est quelque chose quand tu vois, ça attire, ça te montre ton identité. Et je suis vraiment prête à rénover, à réinventer cette architecture-là qui est propre à nous et qui est une architecture assez unique quoi, qui montre vraiment notre identité. Comme le dit mon père, quand tu oublies ton identité, tu as tout perdu. Effectivement, quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais d'où tu n'es pas. Alors, Salimata, qu'est-ce que tu veux apporter ou modifier?
Moi, ce que je veux apporter ou modifier, déjà l'architecture, c'est une science qui n'est pas exacte. C'est ça la beauté de l'architecture. Il y a plusieurs types d'architectes. Comme elle l'a dit, elle a le droit d'aller vers les bâtiments qui sortent de l'ordinaire parce qu'elle veut ressembler à Zaha Hadid. C'est vrai que la monotonie au Mali, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Les maisons carrées, les stations-service carrées, il n'y a pas d'innovation, on va le dire. Donc c'est pleinement son droit. Mais moi, si je souhaite innover, c'est avoir des constructions adaptées aux gens qui ont vraiment peu de revenus. Parce qu'ici au Mali, il faudra d'abord commencer par une sensibilisation. Le Malien pense que consulter un architecte pour sa maison, c'est un luxe. On pense que l'architecte est là. Vous êtes aussi riche. Non, l'architecte. Il faut le dire, vous êtes riche. Il est là pour tout le monde, quoi. C'est la personne qui doit savoir combiner économie, esthétique et fonctionnalité. Et moi, j'aimerais vraiment me baser sur l'utilisation, elle l'a déjà dit, sur l'utilisation des matériaux locaux comme construire en terre. Parce que la mentalité, c'est que déjà dans les villages, on va le dire, lorsque quelqu'un arrive à construire en ciment là-bas, ça veut dire que tu es riche. Alors que vraiment le ciment, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment un symbole de richesse. Déjà avec les constructions en ciment, le coût d'exploitation est plus cher que le coût de construction. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'avec le ciment, il y a l'électricité qu'on doit tenir en compte, la climatisation. Alors que si on va vers les matériaux locaux, la terre, peut-être, on va voir que la terre, c'est un isolant thermique. Donc, ça va réduire la chaleur à l'intérieur lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. Et ça va apporter de la fraîcheur lorsqu'il fait, je dis le contraire, fraîcheur quand il fait chaud et chaleur quand il fait froid. Donc, pas besoin de climatisation ou de chauffage à long terme. C'est une économie d'exploitation. Alors, oui, vous voulez ajouter? Je dis exactement, c'est quelque chose, je suis parfaitement d'accord avec elle. N'est-ce pas? Alors, on veut aussi savoir, Salimata, est-ce que être femme, alors, j'ai perdu le fil, je vais revenir quoi. Alors, pensez-vous vraiment que être femme change la manière d'aborder un projet architectural? Tout à fait. Ça change carrément la donc vous construisez à votre image ou bien? Oui. Bon, pour prendre comme exemple, je dirais si on décide de partir sur une maison d'habitation, ce sont les hommes qui construisent, mais la maison appartient à la femme. On est d'accord? Oui. C'est elle qui gère le salon, elle gère la cuisine, elle gère tous les espaces de vie. Oui. Donc en tant que femme, nous savons déjà comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins des femmes qui sont en majorité celles qui demandent plus d'espace et en même temps... Donc ça veut dire que la femme dans le foyer s'adapte forcément et obligatoirement, même si l'endroit ne répond pas trop à ses critères. Ou bien... Donc quand l'endroit ne répond pas à ses critères, c'est elle qui fait pression pour que ça ressemble à ses critères. Oui, je vois. Donc, je comprends. Oui, imaginez, vous construisez votre maison avec une mentalité d'homme, on va dire, et quand elle va revenir, elle va tout changer. Elle va tout changer. Donc si nous sommes femmes, nous nous disons que peut-être que quand on est femme, je voudrais que ma cuisine intérieure soit un peu plus à côté du salon, ou bien non, je ne vais pas la mettre à côté de la salle à manger pour ne pas que les odeurs se dégagent. Donc il y a tous ces aspects-là, ou bien la cuisine extérieure près de la cuisine intérieure. Donc on va penser à tous ces aspects-là. C'est pourquoi je dis que quand on est femme, ça peut vraiment influencer sur un projet en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes d'esthétique. Exactement. Donc, ça veut dire que je ne dois pas poser la question, est-ce que tu partages même Je partage totalement, j'allais dire ça, parce qu'on est tout le temps dans le détail, quoi. Oui. Je pense que nous, les femmes, on fait plus attention aux tout petits détails que vous aussi vous oubliez, comme elle vient de dire. Le fait de déloyer la cuisine du salon pour que les odeurs ne dégagent pas, tout ça là, parce que les hommes ici, ils ne sont pas trop à la maison, sinon on est là-bas, sinon on cuisine, sinon c'est les impacts que ça peut avoir sur ça. Donc on fait attention aux tout petits détails. Oui. Et donc ça c'est quelque chose vraiment qui peut impacter. Et puis quand elle dit l'esthétique aussi, ça c'est parfaitement d'accord. Parce que quand il s'agit d'arrangement, de faire du design, de faire de la décoration, là on est les premières. Ça quand même on s'est géré. Donc je veux savoir, dans le futur, vous pensez que tout est à refaire par la ville de Bamako? Quand on essaie de prendre la ville de Bamako, est-ce que tout est à refaire? Oui, tout sera à refaire.
on va donner un autre. Pardon. Donc on reprend. Est-ce que tout est à refaire? Oui, tout est à refaire. Parce que l'architecture, c'est une science, comme j'ai dit, elle n'est pas exacte, elle est en constante évolution. Les styles architecturaux qu'on avait l'habitude de voir dans les années passées, ce n'est pas les mêmes styles qu'on a l'habitude de voir ici. Déjà, à Bamako, présentement, le style qui domine le plus, c'est le style contemporain. Alors qu'avant le style contemporain, il y avait le style moderne. Et l'être humain étant quelqu'un qui s'adapte au changement, c'est quelqu'un qui veut vraiment être dans la tendance. Lorsqu'un style est à la mode, il va forcément vouloir changer. Non, ça, c'est clair et net. Vous pensez que dans les jours à venir, les bâtiments que nous considérons extraordinaires, ces bâtiments-là doivent céder la place à une autre forme d'architecture ou bien comment? Exactement. Comme elle a dit, l'homme s'adapte aux tendances en fait. Si on reste sur nos bâtiments, ça ne va plus donner l'éclat que le bâtiment avait à ce temps-là. Parce que plus le temps passe, plus on découvre d'autres choses en fait. Plus on va découvrir, plus c'est quelque chose qui va nous attirer. Donc les bâtiments qu'on a là, qu'on considère comme des bâtiments super bien faits, donc ça ne sera plus des bâtiments aussi jolis que ça parce qu'il y aura plus de l'innovation. Comme elle le dit, ça sera carrément un changement total au niveau de la ville et autres quoi. Merci beaucoup. Déjà, et au cours maintenant de l'interview aussi, nous avons parlé de questions de stéréotypes. Alors, vous pensez que le métier d'architecture pourrait repenser le rapport social, c'est-à-dire la diversité, l'inclusion et aussi la durabilité. Est-ce que l'architecture vraiment pourrait repenser ce rapport-là, le rapport, c'est-à-dire le rapport social, c'est-à-dire comment on appelle l'inclusion, c'est-à-dire l'inclusion sociale quoi. Exactement. Parce que même si on ne dit pas vraiment, tous ces stéréotypes, ça impacte vraiment. Du coup, dans le monde de l'architecture, si on ne fait pas beaucoup de mixité et qu'on va se limiter seulement à une partie, ça va vraiment mettre un frein. Comme elle a dit, c'est une science qui n'est pas exacte. Donc, presque tout le monde a de la créativité à donner. Donc, que ce soit au niveau de l'inclusion ou des rapports sociaux, c'est quelque chose vraiment qu'on a besoin d'inclure dans l'architecture parce que c'est super essentiel de ne pas se limiter. C'est quelque chose qui va au-delà des limites, quoi. Donc, que ce soit les rapports sociaux et l'inclusion, c'est quelque chose qui va apporter plus d'impact positif à l'architecture. Donc, c'est favorable. Ouais. Donc, vous pensez que le métier, votre métier, c'est-à-dire notre métier, on va dire comme ça, alors pourrait être, comme on appelle, un pont, c'est-à-dire pourrait effacer le pont, ou encore être un pont, c'est bon, être un pont, entre les hommes et les femmes, en termes, comme on appelle, d'inclusion sociale. Entre les hommes et les femmes. Oui, totalement. L'architecture, c'est quelque chose qui est là pour ça, si je peux me permettre. Oui. Parce que tous les mots que vous venez de citer, l'inclusion, la sociabilité et tout, ce sont des mots que nous utilisons également ici, mais nous les utilisons comme concept. Donc, lorsqu'on doit faire la conception, elle est en première année et elle n'a pas encore atteint ce niveau-là. Mais lorsque nous faisons la conception, toutes nos décisions de conception doivent tourner autour d'un mot clé que l'on appelle concept. Et nous, actuellement, en classe, nous sommes en train de travailler sur un projet. Et le projet, nous l'avons comme concept l'union. Le projet vise à faire la conception de logements collectifs pour les réfugiés des Faladiens. Donc, créer l'union entre ces gens-là, en même temps, créer l'union entre ces gens, avec l'intérieur du camp, en même temps avec l'extérieur. Parce qu'on va dire que ce sont les gens qui sont un peu isolés, si je peux me permettre. Donc, en architecture, si je décide de faire une conception qui a comme concept l'inclusivité des femmes, je vais bien évidemment penser à faire en sorte que les hommes et les femmes soient sur la même longueur d'onde concernant de nombreux projets. Donc, l'architecture est totalement là pour ça, c'est là pour un but. Ce n'est pas une profession qui existe tout simplement pour exister. Nous sommes vraiment là pour défendre les causes et répondre à des besoins tout en apportant des solutions à des problèmes.
Donc ça veut dire qu'à travers vos pions et les peuls et autres là, donc vous décrivez la société de façon générale, quoi. Oui. Vous touchez à tous les éléments de la société. Tous les aspects. Magnifique. Donc même si la science elle n'est pas exacte, mais elle quand même elle répond à beaucoup vraiment de nos besoins. Oui. Alors certes vous êtes encore étudiante. Maintenant comment vous voyez-vous après la sortie de cette école? Comme déjà, toi, tu es à la porte. Donc, oui, on va continuer jusqu'à un master. Ah oui, on va continuer un master. N'est-ce pas? Voilà, merci. Ok, Inch'Allah. Maintenant, même après ça, comment alors vous voyez votre futur dans ce métier d'architecture? Dans 5 ans, je me vois diplômée déjà et faisant partie d'une équipe dynamique dans un cabinet qui cherche à innover et qui agit pour la durabilité et puis le développement durable, quoi. Donc, la protection de l'environnement, moi j'aimerais vraiment que l'architecture soit un élément qui s'accorde avec ça parce que nous sommes dans une phase de changement climatique. Et en même temps, dans 10 ans, je me vois directrice de mon propre cabinet, bien évidemment. Il n'est plus temps de travailler pour quelqu'un, mais être autonome et puis servir la population comme il se doit. Inch'Allah, Allah pour nous. Alors, en 10 ans, peut-être ça, 10 ans, Inch'Allah, ça trouve qu'on est sur le terrain. Comment vous voyez votre futur Dans l'architecture. Déjà, comme elle a dit, diplômée, oui, avec beaucoup d'expérience déjà et beaucoup de connaissances sur nos matériaux et puis sur notre architecture. Et exactement être une architecte qui est renommée de façon à promouvoir l'empreinte de ma nation, quoi. Donc c'est sur cette base, une petite Zara Hadid, comment dire, avec plus Mariam Kamara, ça serait bien l'innovation plus l'identité. Alors, est-ce qu'il faudrait vraiment-il changer si nous sommes à l'école et aussi dans les lieux de stage pour qu'il y ait une certaine égalité entre les femmes et les hommes? Cette question, ça revient toujours, ça revient à tout moment et ça revient partout. Donc, qu'il faut-il faire vraiment dans nos institutions pour changer cette question? Déjà, je dirais une sensibilisation, à commencer par ça, qu'on se dise, parce que c'est quelque chose qui impacte vraiment. Qu'on se dit, qu'on apprenne aux gens, que ce soit des programmes à l'école, à commencer par les maternelles ou autres, qu'on inclut dans la tête des assez jeunes, qu'il n'y a pas de frontières. Comment dire, il n'y a pas la femme et l'homme au niveau déjà du travail, qu'il n'y aura pas un homme c'est pas plus créatif qu'une femme ou bien une femme soit plus créative qu'un homme dans aucun domaine, que tout ce que la femme peut faire dans un domaine, l'homme peut le faire et tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. C'est clairement une notion qu'on devrait vraiment inculquer aux enfants pour que déjà, que ce soit les filles ou les garçons, qui ne se sentent pas vraiment à l'écart et se disent que eux là, dans ce domaine-là, c'est pas un domaine fait pour eux, donc du coup, ils vont se restreindre. Donc c'est quelque chose déjà, on doit apprendre à base à ça, je me dis déjà, dans les institutions, on doit avoir clairement une loi, on doit mettre ça dans les programmes des écoles, déjà une sensibilisation au niveau de la population, qu'on va commencer déjà avec les écoles. Plus quand un enfant, ça garde quelque chose, ça apprend quelque chose, ça influence plus les adultes. Parce que peut-être un exemple, quand un petit enfant de 5 ans, ça vous donne un rappel de quelque chose, déjà, pour vous, c'est un petit enfant, il n'a pas l'âge de savoir ça. Et quand il vous dit ça, déjà, il y a un déclic dans votre tête. Donc, vous dites que vraiment, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Il n'y a pas de notion de genre, il n'y a pas qu'un homme, c'est plus capable qu'une femme c'est plus capable qu'un homme. C'est ce que je pense. Alors, que faut-il faire pour qu'il y ait plus d'égalité dans nos institutions? Je dirais qu'il y a une phrase qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. On dit candidature féminine fortement encouragée ou bien participation féminine fortement encouragée. Donc c'est ce qu'il faut supprimer. Mais en architecture, on ne voit pas vraiment ça. En architecture, on ne voit pas vraiment ça. Et moi, je pense qu'on devrait d'abord inclure ça. Il faut aussi faire
comprendre que c'est pas comme elle a dit, c'est pas une question de la femme est plus forte que l'homme ou de l'homme est plus fort que la femme. Déjà, la femme, lorsqu'elle décide de se donner à fond dans quelque chose, elle le fait mieux que l'homme. Ça, c'est clair. Donc, on devrait commencer par une sensibilisation. Déjà, à l'école, on peut essayer de faire sortir les étudiantes une fois par semaine, les amener sur les chantiers avec les casques, les tenues comme il faut. Maintenant, pour montrer à ces ouvriers-là qui font preuve de stéréotypes envers nous, que non, il y a beaucoup de femmes qui arrivent encore dans le milieu du BTP. Donc, préparez-vous en conséquence. En même temps, faire comprendre aux étudiants que le stage ne commence pas à partir de la 3e année. Ça commence à partir de la première année, lorsque vous amenez les étudiants, on va dire étudiantes pour spécifier dans les bureaux, dans les administrations, qu'elles-mêmes, elles soient déjà habituées mentalement au fait qu'elles ont leur place dans le milieu, qu'elles soient sur les chantiers, qu'elles donnent des ordres, qu'elles dirigent les projets, même si c'est seulement pour 2 semaines, qu'elles comprennent mentalement qu'elles ont leur place. Parce que si tu n'arrives pas à t'affirmer toi-même, on ne te donnera jamais la place que tu mérites. Ça commence par soi-même. En même temps, on peut maintenant essayer de faire la sensibilisation au niveau des ouvriers, comme je l'ai dit, des administrations et des cabinets. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut changer vraiment dans notre approche pour l'inclusion féminine. Alors toujours l'émission, c'est Vendredi Savant. Tous les vendredis, nous diffusons cette émission sur nos différentes plateformes. Facebook, YouTube, Yéli-Vision. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous avons avec nous les étudiantes de l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme et plus précisément au Badjalan, c'est pas ça? Oui. Donc c'est dans le cadre maintenant d'une émission Femmes et Architecture. Dans ce cadre, nous avons abordé pas mal de questions et les réponses sont aussi satisfaisantes. Nous nous encheminons vers la fin de cette émission, mais on ne pourra jamais fermer ce chapitre-là, au moins sans que nous donnons quelques conseils à nos jeunes sœurs. Voilà. Quel conseil donnerez-vous aux filles ou encore à une fille qui hésite encore de se lancer dans la même voie que vous? Le conseil que je vais te donner, c'est le conseil qu'une architecte aussi m'a donné lorsque je lui ai posé la question lors d'une conférence qu'elle animait. Elle m'a dit arme-toi de courage et puis dans ton sac il faut mettre beaucoup de vitamines. Au début je n'avais pas vraiment compris. Elle m'a dit mets dans ton sac beaucoup de vitamines parce que c'est un métier qui n'est pas vraiment facile. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, l'architecture c'est un métier qui n'est pas facile, je le répète. Donc il faut d'abord faire une étude de profil, savoir est-ce que je suis faite pour être architecte. Il faut se poser cette question-là. Ensuite, n'hésite pas. Quand tu sais que tu es faite pour l'architecture, c'est une question de passion. Que tu es passionné, n'hésite pas, fonce. Il te faudra du soutien autour de toi, que ta famille te soutienne bien évidemment, mais au bout du compte, il y aura des moments où tu voudras abandonner, ça c'est clair. Tu vas pleurer, tu vas faire des nuits blanches, tu vas dormir à des 5h du matin pour te lever à des 8h du matin. C'est pas facile, mais au bout du compte, on y arrive quoi. Parce que quand quelque chose est facile, ça n'a pas vraiment de valeur. Mais maintenant, lorsque tu dis à certaines personnes que tu es architecte déjà, quand tu es femme et que tu dis je suis architecte, le mot, ça fait plaisir. Ça impacte beaucoup. Effectivement, ça impacte. Donc, le jeu en vaut la chandelle et puis ça ira quoi. Shalom. Est-ce que pour celles qui hésitent encore? Bon, pour celles qui hésitent encore, je dirais en fait, quand on a l'amour de quelque chose, la passion de quelque chose, il ne faut jamais hésiter. Même si on sait qu'on aura vraiment des problèmes, quand j'étais en terminale, il y a un de mes professeurs qui me disait, depuis le premier jour où ton père te prend la main pour t'inscrire à l'école, c'est là que tu commences à monter l'escalier. Et à chaque fois que tu montes, à chaque fois ça devient difficile. Donc il ne faut jamais avoir peur ou hésiter par les stéréotypes ou parce que le métier est vraiment ardu, ça va être difficile. Il ne faut pas hésiter sur ça. Il faut juste se dire que dans la tête, si tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens. Parce que dans la vie, rien n'est facile. On peut dire aujourd'hui que l'architecture est difficile, aussi la médecine aussi est difficile. Donc il ne faut jamais hésiter à faire quelque chose qui nous tient à cœur. Et aussi en tant que fille ou en tant que femme, il faut
toujours se dire dans un domaine où il n'y a pas en fait beaucoup de femmes, il y a carrément des hommes, que le fait que toi tu as eu le courage de venir, ça incite d'autres personnes, ça donne le courage à d'autres personnes de te voir et de venir. Il ne faut jamais hésiter quand on a la passion de quelque chose. Bien, voilà, et comme nous avons si bien dit, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, si toutefois vous avez un mot de la fin pour nos abonnés, pour tous ceux qui nous regardent maintenant. Je disais depuis le début de l'émission, vous ne faites que nous remercier, mais c'est à nous vraiment de vous remercier pour l'initiative ainsi que la considération, de décider de mettre en lumière ce métier d'architecte-là avec les femmes, nos défis, tout ce qu'on subit et tout ce qu'on traverse, dans le but d'inspirer d'autres personnes. C'est vraiment une belle initiative et ça a été un honneur pour moi de participer à l'émission. Je vous remercie encore. Déjà, nous sommes à un pas de la fin de l'émission. Donc, quel conseil, quel mot vous avez à l'endroit de nos abonnés? Déjà, vous, on vous remercie d'être venus et puis d'avoir pris l'initiative de mettre en lumière la femme et l'architecture, qui est quelque chose dont les gens ne sont pas trop intéressés et dont on ne parle pas beaucoup. Donc, ça a vraiment fait plaisir. C'était un honneur de participer, d'avoir répondu à vos questions. Et vraiment, je suis très très contente que vous ayez eu l'idée de mettre en lumière cette initiative. Vraiment, merci à vous. Alors, merci vraiment à l'ensemble de l'équipe. Vraiment, le défi vraiment a été relevé parce que aujourd'hui, quand vous voyez l'émission, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, en tout cas, ce que moi je peux personnellement dire à vous, les femmes, alors c'est rester toujours courageuse, rester toujours armée. Voilà, l'avenir ne se construira jamais sans les femmes. Donc, vous êtes en amont et vous êtes aussi à la fin maintenant de toutes les actions que les hommes posent, donc toutes les actions sociales. Donc, vraiment, je vous encourage à aller dans ce sens-là. Et encore, je vous remercie aussi d'avoir partagé non seulement vos litres, le défi, mais aussi votre passion. Donc, en vous écoutant, on sent réellement que l'architecture de demain sera plus humaine, plus sensible et sûrement aussi plus juste. Donc, oui, maintenant pour celles qui nous écoutent et qui hésitent encore, déjà, vous avez des preuves vivantes devant vous, alors n'hésitez plus à se lancer. Donc, c'est un métier de création. Qui parle de création parle de femmes. Qui parle de créativité parle de femmes. Alors désormais, les femmes n'hésitez plus vraiment à se lancer dans ce domaine-là. Et vous avez aussi compris, donc les parents, comme on l'a si bien au début de l'émission, beaucoup de parents vont peut-être se remettre en cause. Pourquoi ne pas choisir l'école supérieure d'ingénierie et l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et de l'urbanisme pour inscrire vraiment mon enfant ou encore ma fille. Déjà, vous avez montré toutes les qualités de cette école. Donc, à travers votre élégance, à travers aussi votre éloquence aussi. Vraiment, je vous remercie. Je remercie aussi l'administration. Je remercie l'ensemble des étudiants et étudiantes de votre école. Si cette émission aussi est à refaire, moi, je vais le faire à 1000 et 1000 fois. En tout cas, merci. Merci vraiment de nous avoir accueillis dans votre cadre. Merci aussi d'avoir participé à cette émission. Ciao.